Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Top 2, une vidéo où on fait des tops par maison d'édition. Et aujourd'hui on parle de la maison d'édition Bombix. Parler de Bombix, ça me fait plaisir aujourd'hui puisque je suis bretonne, je suis finistérienne, tout comme Bombix finalement. Alors vous allez voir, plus ça va avancer et plus ces tops vont être longs puisque chez Bombix il y a, pas non plus des 1000 et des 100 côté jeux, mais il y a quand même pas mal de jeux surtout auxquels j'ai joué donc que je vais pouvoir intégrer au top. Des tops qui sont au nombre de 3. Je vous rappelle les tops de jeux que j'adore, que j'aime vraiment bien, les jeux que je n'aime pas, entre très gros guillemets, c'est des jeux où je ne peux pas, c'est des jeux, on va appeler cette catégorie la catégorie bof, ok? Et enfin, on a les jeux qui me donnent envie, que je n'ai pas testé, mais que j'ai vraiment envie de tester. On va commencer donc avec la première catégorie, les tops de jeux que j'aime bien, que j'adore, et je suis obligée de dire que j'adore, puisque en number one, je sais, d'habitude, je fais pas de top de celui que je préfère par rapport aux autres, mais là, il y en a un qui arrive au-dessus de tous. Il s'agit de Pixies, c'est vraiment mon jeu du moment, un jeu signé Yoann Goupil et qui est sorti tout récemment. Un jeu tout mignon, tout rikiki, c'est un jeu de cartes qui passe littéralement dans ma main. La boîte de jeu rentre dans la paume de ma main et j'ai pas des très grandes mains. Pixies, c'est un jeu de cartes où on va individuellement former un carré de 3 cartes sur 3 cartes. Ces dernières sont numérotées de 1 à 9 et ont un emplacement précis sur notre espace de jeu. C'est-à-dire qu'on va les ranger de façon croissante. Le 1 sera donc en haut à gauche, le 9 en bas à droite. Ça va se jouer en 3 manches et il y a 3 façons de scorer. La première façon de scorer, c'est les spirales. Une spirale visible sur une carte égale 1 point positif. En contradiction, on a les croix qui représentent des points négatifs, donc on va additionner et soustraire les spirales et les croix. La deuxième façon de scorer, c'est la famille de couleurs. Et oui, chaque carte est numérotée, mais a aussi le droit à sa propre couleur. On va donc regarder notre plus grande famille de couleurs, constituée de cartes adjacentes, et à la première manche, ce sera 2 points par carte de cette famille, à la deuxième manche 3 points, et à la dernière et troisième manche 4 points. Et enfin, troisième façon de scorer, c'est les cartes doublées. Et oui, je vous ai dit, le 9, il va par exemple en bas à droite. Mais si je pioche un deuxième 9, où est-ce que je vais le mettre? Eh bien, ce deuxième 9 va me permettre de doubler celui que j'ai. L'avantage, c'est que je vais pouvoir choisir la face que je veux, selon s'il y a des spirales, si c'est une couleur qui m'intéresse, mais une fois que c'est choisi, c'est fixe. Si ce 9 est doublé, eh bien, il me vaut 9 points de victoire. Si je double un 5, c'est 5 points de victoire. Si je double un 1, c'est 1 point de victoire. Un jeu donc archi mignon, hyper facile à prendre en main, transportable partout. Il faut que je vous avoue que je suis actuellement en train de viser le podium mondial sur BGA sur Pixies. J'ai rushé, j'ai réussi à atteindre le top 24. Et depuis, c'est défaite sur défaite. Donc j'ai un peu déclassé, mais je reste dans le top 100 mondial, ce qui est plutôt pas mal pour moi. C'est une réussite en tout cas. Pixies, pourquoi c'est le meilleur? C'est parce que c'est aussi mon bonbon du moment. C'est-à-dire que si je joue à un jeu qui m'a trop pris la tête, s'il y a une défaite qui m'a vraiment vexée, si à un moment donné, je sais pas, je suis semi-bien, semi-pas bien, je lance une partie de Pixies et tout va mieux après. Et on passe au deuxième jeu qui n'est autre que Takenoko. Et oui, comment on ne peut pas aimer Takenoko? Un jeu d'ailleurs qui est coédité avec Matago et qui est signé Antoine Bozat. Alors Takenoko, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs et je sais pas si vous le connaissez. En tout cas, ça fait partie un petit peu des classiques aussi des jeux de société modernes. Moi, je crois que ça représente mon deuxième ou mon troisième jeu qui est entré dans ma ludothèque. Donc pour vous dire, c'est un peu un classique quand on rentre dans le jeu de société en tout cas. Il marche tellement que même en festival, on le ressort. Alors c'est la version géante qu'on sort, mais on sort quand même Takenoko, qui est donc ce que je disais, un jeu complètement familial. C'est-à-dire qu'on va pouvoir y jouer avec nos enfants, mais aussi nos grands-parents. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un jeu à objectif. Pour la petite histoire, c'est l'empereur de Chine qui a offert à l'empereur du Japon un panda. Sauf que l'empereur du Japon, eh bien, il a plein de bambouserets, il kiffe ses bambous et le panda mange tous ses bambous. Donc voilà, vraiment un jeu familial, comme je vous disais, avec une bonne entrée en matière. Et donc, des objectifs. Il y a 3 types d'objectifs. Des objectifs jardiniers, des objectifs bambou et des objectifs de terrain. Puisque à notre tour de jeu, on va pouvoir faire 2 actions différentes. Soit du coup, venir agrandir le terrain de jeu grâce à des tuiles qu'on va venir piocher. On va en piocher plusieurs, choisir celle qui nous intéresse et venir la coller à une tuile déjà existante sur le plateau de jeu. On va pouvoir aussi récupérer de l'eau qui va nous permettre d'irriguer en fait ces fameux terrains. On va ensuite pouvoir déplacer
le panda. Le panda, dès qu'il va se déplacer, il va manger du bambou. S'il arrive sur une case où il y a du bambou à manger, le jardinier, lui, il va faire l'inverse. On va le déplacer, mais il va faire pousser du bambou sur la case sur laquelle il arrive et on va pouvoir piocher des objectifs. La partie s'arrête quand un certain nombre d'objectifs a été validé par une personne. Ce nombre-là est fixé par le nombre de personnes qui jouent à la partie. Mais attention, le sel du jeu se base aussi sur le fait qu'on n'est pas obligé de dévoiler tout de suite qu'on a validé des objectifs. Donc moi j'aime bien parce qu'il y a ce côté un petit peu cachotterie, tu vois, où tu peux faire croire à ton adversaire qui commence à valider plein d'objectifs qu'il est loin devant et qui va vraiment gagner la partie alors que pas du tout. Tu peux très bien dire « Ah ouais, t'as fini, t'as réussi à enclencher le dernier objectif qui met fin à la partie. Eh bien moi regarde, tac, 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 j'ai validé tout ça et en fait j'ai plus de points que toi. » En plus de ça, le jeu il est beau, vraiment. On a donc ces tuiles colorées avec ces bambous qui littéralement poussent sur les tuiles colorées aussi. Le jardinier et le panda sont de petites figurines qu'on peut déplacer. Alors sur la version géante, je vous parle pas, mais le panda est bien plus gros, hein. Mais voilà, c'est mignon, c'est beau, ça se joue bien, ça se joue aussi sans fin. Le défaut peut-être, c'est les rangements dans la boîte. Alors là, prévoyez vous-même des rangements si vous comptez l'avoir à la maison. On a parlé d'un jeu familial et je vais vous parler maintenant d'un jeu qui est formidable mais loin d'être familial. C'est un jeu qui se joue de 2 à 5 joueurs qui est signé Bruno Catala et Florian Siriex. Je veux parler d'Imaginarium. Imaginarium pour moi ça remplit tellement de cases déjà, rien que la beauté du jeu, cet esprit steampunk. Si vous me suivez depuis le début de la chaîne qui est pas très loin non plus, vous savez que c'est un univers qui me parle vraiment. Alors je comprends que certaines personnes sont un peu réticentes puisque l'univers steampunk c'est très chargé en général et c'est aussi le cas sur le jeu, un jeu qui est pas très simple et en plus de ça on ajoute vraiment une édition assez chargée. Donc il peut paraître lourd, d'ailleurs c'est un jeu qui est qui tout double, hein. Soit on l'aime, soit on le déteste, il n'y a jamais vraiment personne qui est en mode genre ouais. Donc voilà, c'est qui tout double, soit on l'aime, soit on le déteste. Moi, je fais partie de la première catégorie de personnes. J'ai pas fait beaucoup de parties, pourtant, mais c'est quand même un jeu qui me parle beaucoup. Alors, je comprends les gens qui ne l'aiment pas. En général, c'est une question de temps de jeu, puisque c'est un jeu expert, c'est-à-dire que c'est déjà un jeu bien lourd qui va demander du temps de réflexion. Il va falloir faire certaines choses, mais c'est un jeu en tour par tour, c'est-à-dire que il va falloir attendre que tous nos adversaires jouent avant de pouvoir jouer. Et comme ça demande beaucoup de réflexion, ça peut être très long. Donc le temps qu'on laisse tout le monde jouer, on a le vite fait de s'ennuyer, sachant que on peut pas vraiment réfléchir à ce qu'on va faire, même si on a une grande ligne, puisque le jeu va bouger au fil du temps, donc il va falloir constamment qu'on réfléchisse à ce qu'on va faire. Outre ça, je vous ai pas parlé vraiment du thème du jeu, à part le fait que ce soit dans un univers steampunk. Et bien ici, on est dans une usine à rêves. On va devoir donc construire des machines pour produire des rêves, mais on va aussi les déconstruire pour pouvoir gagner des points de victoire. Le tout en essayant d'atteindre quelques objectifs qui vont aussi nous rapporter des points de victoire, en engageant pourquoi pas aussi des assistants qui vont pouvoir venir nous aider. Il va donc falloir aussi farmer des ressources pour pouvoir construire ce qu'on veut, etc., etc. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez complet, assez barjot, mais qui me parle énormément. Franchement, fabriquer des rêves, c'est formidable. On a en plus cette défausse très bizarre qui est une photo de bouche dentelée. Nos assistants ce sont des animaux, mais dans le style steampunk, donc vraiment habillés, équipés, etc. C'est vraiment délirant, c'est complètement what the fuck, et ça marche très bien. En plus de ça, au niveau édition, je suis obligée de vous parler des petits pions individuels qui sont ni plus ni moins des petites statuettes qui sont magnifiques. À prendre en main, en plus, elles sont assez grandes, il y a du détail, c'est très très beau. Donc voilà, il fallait que je mette en tout cas Imaginarium dans ce top, puisque moi je l'adore. Et je peux aussi vous parler un petit peu de Nicodemus. Enfin, je peux vous en parler, pas des masses non plus, puisque en gros c'est Imaginarium, mais pour 2 joueurs uniquement. Je crois que c'est une version un peu allégée, du coup, adaptée aussi pour 2 joueurs, puisque dans Imaginarium, il y a une question aussi de où on va se placer pour définir le tour de jeu et donc l'accessibilité à certaines choses. Je pense qu'à 2 joueurs, c'est plus compliqué que ça. Donc, ça a été adapté. Si vous y avez joué, si vous l'avez à la maison, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé aussi dans les commentaires. En 4e jeu, c'est un jeu bien plus léger. Il s'agit d'un jeu de 2 à 4 joueurs signé Thomas Dupont. Il s'agit de Knarr. Knarr, c'est un jeu de vikings où le but est d'être le meilleur des marchands vikings. Et c'est ni plus ni moins une course aux points, puisque c'est le premier joueur ou la première joueuse à atteindre les 40 points qui remporte la partie. Comment ça va se passer ? Eh bien, on a un plateau principal avec donc
la piste de course, des points de victoire donc, mais aussi des points de prestige. Les points de prestige vont nous permettre de rapporter de plus en plus de points au fur et à mesure de la partie. On a aussi des cartes vikings et des cartes exploration. Chacun et chacune a son propre drakkar qui va nous permettre de faire plusieurs actions. À mon tour de jeu, soit je vais venir chercher des vikings et donc en jouer et comboter leurs effets, soit je vais venir explorer et là aussi comboter les effets d'exploration. Le but est donc de réussir à faire un maximum de combos pour aller de plus en plus vite et donc de plus en plus loin. C'est assez léger, c'est facile à prendre en main, ça peut plaire à beaucoup de gens, on est dans l'univers viking, ça remplit donc pas mal de cases pour moi, mais attention, j'anticipe dans les commentaires pour ceux et celles qui diront que c'est ni plus ni moins qu'un Splendor. J'aurais tendance à dire que les mécaniques de jeu sont là pour être adaptées à d'autres histoires avec quelques twists et c'est comme ça qu'on donne des bons jeux. Knarr, c'est un bon jeu. Certes, on peut retrouver des mécaniques qu'on a déjà vues ailleurs et qui étaient déjà très efficaces, mais pour moi, ça a le mérite de me transporter ailleurs, donc c'est validé. Pour le dernier jeu de ce top archi cool de jeu que j'aime bien, je suis obligée de faire un détour par ce que je n'aime pas, puisque oui, il y a un jeu que je n'aime pas qui est un petit peu l'introduction de ce jeu que j'aime bien. Je sais pas si vous me suivez toujours. Et là, je m'apprête à avoir peut-être de la haine, c'est possible, hein, puisque en général quand on critique ce jeu, c'est un peu comme quand on critique Terraforming Mars, on se mange pas mal de taquets. Bon, si je vous dis que c'est un jeu de 2 à 4 joueurs, que c'est signé Bruno Cathala et Charles Chevalier, vous me dites, et oui, j'ai envie de parler d'Abyss. Alors Abyss, tellement de monde en parle en bien, tout le monde le trouve super, mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai du mal. Alors déjà, pour ceux et celles qui ne connaissent pas Abyss, eh bien ça porte bien son nom puisqu'on est vraiment dans les abysses et le but c'est de devenir le roi ou la reine des abysses. Et pour ça, eh bien, il va falloir qu'on recrute des seigneurs qui vont nous rapporter des points. Pour ce faire, à notre tour de jeu, on a 3 actions possibles, soit partir en exploration, soit demander de l'aide au conseil, soit du coup recruter un seigneur. Il y a un twist assez cool, c'est-à-dire que quand on part en exploration, c'est quand même qui tout double, c'est-à-dire que on va révéler des cartes qui sont nécessaires pour recruter les fameux seigneurs, mais on ne sera pas prioritaire sur ces cartes-là. C'est-à-dire que je vais en révéler une et ça va donner directement l'opportunité à mes adversaires de la prendre. Alors en échange, bien sûr, ils vont me donner une ressource qui n'est pas négligeable, mais quand même. Je vais récupérer ces cartes-là qui vont me permettre, comme je disais derrière, de recruter des seigneurs. Entre-temps, je peux faire appel du coup au conseil. Le conseil, c'est quoi ? C'est juste la défausse finalement de l'exploration qui est rangée par couleur. Il va donc falloir que je fasse appel à ma mémoire pour savoir un petit peu ce qui a été défaussé afin de savoir ce que je vais venir récupérer. Les seigneurs vont me permettre de scorer, mais pas que, il y aura des petits bonus et parfois même des clés. Les clés, quand j'en ai 3, vont me permettre de remporter des lieux ou des bâtiments qui, eux, vont me permettre de scorer d'une façon différente à la fin de la partie. Donc plus j'ai de lieux, plus j'ai de façons de scorer, plus j'ai moyen d'avoir des points. Sauf qu'il faut encore réussir du coup à remporter des points dans cette façon de scorer. En soi, la mécanique, elle est super. J'ai rien à redire, on est là, qu'est-ce que je vais prendre, qu'est-ce que je vais laisser aux autres, est-ce que maintenant je vais chercher ou est-ce que je continue à améliorer ma main. On est vraiment dans une réflexion constante. Mais ouais, ce jeu, en fait, un petit peu comme les abysses, me donne un peu froid. Forcément, on est dans un univers très sombre. Les créatures n'ont pas l'air très sympathiques. Donc, on n'est pas dans quelque chose qui est beau. Bon, il y a une forme de logique, hein. Les abysses, c'est un endroit où il n'y a pas beaucoup de lumière. Eh bien, c'est pareil aussi pour le jeu. Le jeu est assez sombre. Du coup, je sais pas, il y a un espèce de truc un peu rebutant. Mais, parce qu'il y a un gros mais, peut-être que j'ai cet avis-là sur ce jeu parce que je n'y ai joué que sur BGA. Je n'ai jamais eu l'occasion d'y jouer in real life, comme on dit, donc peut-être que c'est un faux avis. Franchement, je laisse à Abyss le bénéfice du doute, et le jour où j'ai l'occasion d'y jouer en vrai, je le fais volontiers pour avoir un véritable avis dessus. Et pourquoi je devais passer par Abyss et donc par le top de jeu que j'aime pas trop pour pouvoir vous donner mon dernier jeu du top de jeu cool ? Eh bien parce que le dernier jeu que je voulais évoquer dans mon top de jeu cool, c'est Conspiracy. Et Conspiracy, eh bien, ça découle directement de Abyss. C'est là aussi signé donc Bruno Cathala et Charles Chevalier. Ça se joue de 2 à 4 joueurs et c'est un format bien plus réduit. C'est un petit peu comme si on prenait Abyss mais en format voyage. Et non seulement du coup le matériel est allégé, mais le jeu lui-même est allégé, beaucoup plus digeste, malgré l'univers qui reste présent. Et c'est là où je me dis que peut-être dans Abyss, c'est cet énorme plateau bleu qui m'empêche d'aimer le jeu.
peut-être que si j'enlève le plateau, ça me plaît plus. Et en même temps, sur BGA, est-ce qu'on a vraiment ce plateau? Bref, je testerai en vrai. Donc Conspiracy, c'est vraiment une version light, puisque le but est encore de devenir le roi des abysses en recrutant du coup des seigneurs. Mais ça va se faire d'une façon bien plus simple, c'est-à-dire qu'à mon tour de jeu, j'ai le choix entre soit piocher des cartes face cachée, soit prendre des cartes face visible. Forcément, au début de la partie, il n'y a pas de carte visible du coup au milieu, donc je suis obligée de piocher, mais je peux en piocher 1, 2 ou 3, en sachant que je n'en garderai qu'une de toute façon devant moi et que je laisserai les autres à disposition pour les autres joueurs face visible. Ici, on va venir faire une pyramide avec nos seigneurs. Et sur les cartes, du coup, on va avoir des points de victoire, mais on va aussi avoir une couleur, des effets, des clés, des choses qui vont nous permettre d'avoir des petits bonus. Là encore, je vous ai dit, il y a des clés, un petit peu comme dans Abyss, on va pouvoir venir débloquer aussi des lieux qui vont nous apporter aussi des bonus et des points. On joue en pyramide, une fois encore, c'est notre seigneur qui a le plus de points qui va scorer, donc si on en joue plein d'une même famille, peut-être pas fou, on va essayer de réfléchir en multicolore. Néanmoins, on va avoir des points aussi par notre plus grande famille de couleurs adjacentes. Donc il va falloir réfléchir une fois encore à qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je laisse. Ce jeu est quand même très bien. Après, une fois encore, le thème et donc l'édition me donne un peu froid. Et c'est le but, on parle des abysses, mais du coup j'ai du mal de moi-même à aller vers ce genre de jeu. Après c'est aussi la spécialité de Bombix, ces petits jeux qu'on peut apporter partout, ces petites boîtes en métal qui rentrent bien dans le sac, dans la valise et qui ne risquent pas d'être abîmées, avec un jeu qui peut fonctionner absolument partout. Bon, et avant de continuer sur les jeux que j'aime pas trop, bof, comme Abyss, j'ai envie de parler des jeux qui me donnent envie, qui vraiment attise ma curiosité. On a en premier lieu le jeu Lueur qui est signé Cédric Chaboussi. Lueur, en fait, ce qui m'attire déjà premier degré, c'est la beauté du jeu. On est sur quelque chose en noir et blanc qui relève presque du songe. Je trouve que c'est très très bien édité. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien en fait la couleur a disparu, voilà, un petit peu comme dans Le Passeur. Je sais pas si vous avez lu ce livre, il y a eu un film aussi un peu pourri, mais le livre est très bien, je vous le conseille. Et du coup le but ça va être d'aller en fait récupérer les couleurs grâce aux lueurs et donc aux fragments de lumière. Pour ce faire, on va prendre notre aventurier dès le début, on va essayer d'avoir des compagnons assez cool avec nous pour pouvoir nous aventurer du coup dans le monde à la recherche de ces fragments de lueur. Pour ça, on va devoir lancer des dés qui sont les seules choses colorées dans le jeu, mis à part du coup les petits fragments qu'on va récupérer. Donc on a une espèce de décalage qui fait ressortir la couleur des dés, le plateau est en noir et blanc. Non, franchement, ça a l'air très très beau. Je sais pas du tout si la mécanique en soi fonctionne bien. C'est pour ça aussi que j'aimerais bien y jouer. Donc voilà, un petit jeu qui me donne envie chez Bombix. Et il y a un deuxième jeu qui avait attiré aussi mon regard, il s'agit de Petit Peuple. Et un petit peu comme Lueur m'a fait penser à un livre, et bien Petit Peuple c'est un peu pareil. Je sais pas si vous connaissez le livre Toby Lowness, mais moi c'est un livre qui avait marqué un petit peu mon adolescence et qui parle comme ça de Petit Peuple à la manière des Minimoys, qui est beaucoup plus populaire. Mais du coup un univers qui est quand même assez intriguant, assez chouette, on s'en fait toujours une petite idée. Petit Peuple, on a affaire justement à ces petits êtres qui vivent dans le jardin. Et l'édition est assez jolie, la boîte attire vraiment mon regard. Du coup, l'univers me parle. Néanmoins, j'émets un doute sur le jeu en lui-même. Pour avoir regardé des vidéos, regardé les règles de jeu et de façon générale l'arrière de la boîte pour le matériel, j'ai pas l'impression que dans les faits ça me parle vraiment. En fait, dans Petit Peuple, c'est un jeu de construction. On va devoir construire des habitations pour notre petit peuple et du coup essayer de loger tout le monde. Donc on a un jardin devant nous avec des hexagones, je crois, où on va venir du coup placer sur certaines zones vraiment des jetons de construction. Ces jetons de construction et ces constructions de façon générale vont venir valider ou pas des objectifs qu'il y a en commun et qu'on a aussi de façon personnelle. Et c'est la personne qui aura le plus de points à la fin de la partie qui va gagner, donc qui aura le plus d'objectifs, etc., etc. Et en fait, ce petit délire de construction, etc., je sais pas, moi, c'est pas quelque chose qui me donne vraiment envie, c'est pas quelque chose sur lequel je vais de façon générale. Et pour avoir vu justement des vidéos, j'ai l'impression que ces petites pièces qui s'empilent, ça fait un petit peu cheap, quoi. On est vraiment sur un espèce de plastique creux. Après, peut-être que je me trompe, je n'ai jamais eu le jeu en main, donc voilà. Une fois encore, si vous avez joué à ce jeu, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. Et allez, on termine après Abyss. Quel jeu je n'aime pas? J'aime pas dire j'aime pas, mais bon, quel jeu j'apprécie le moins? Eh bien là, les amis, ça va me coûter beaucoup. Ça va me coûter énormément, puisque je vais critiquer
un jeu de l'un de mes auteurs préférés, si ce n'est mon auteur préféré. Et oui, je parle d'un jeu qui est co-signé par deux auteurs qui m'ont remporté pourtant un As d'or cette année en catégorie initiée. Il s'agit de Yoann Gouppier de Corentin Lebras, qui se cache derrière Faroé, oui, qui a remporté un As d'or cette année, mais qui se cache aussi derrière Elawa. Et Elawa est dans le top des jeux que j'aime pas trop, du moins des jeux que j'aime le moins chez Bombix. Et là, pourtant, je peux vous dire qu'il y a eu un départ plutôt bien. Elawa, c'est un jeu de deck building où on va venir donc prendre des cartes qu'on va mettre dans notre main et à chaque carte qu'on va prendre dans notre main, on va y récupérer aussi des ressources. Pour pouvoir les jouer dans notre zone de jeu, on va devoir dépenser ces fameuses ressources. Ces cartes représentent en fait des personnes qui vont venir agrandir notre tribu. Et le but est de faire un maximum de points puisque les cartes vont soit nous rapporter des points bruts, soit une façon de scorer. C'est assez joli, c'est assez cool, c'est-à-dire qu'on a une disposition assez originale. Au milieu de la table, on a donc un feu de camp qui va diminuer au fur et à mesure et qui va marquer la fin de la partie. On aura les fameuses ressources autour de ce feu de camp et encore autour les cartes tribus. Chacun fait son petit micmac comme ça, on peut aussi se permettre de mettre des bâtons dans les roues de notre adversaire en voyant quelle carte il voudrait piocher, etc., etc. Quand ce jeu est sorti et que j'y ai joué, j'ai trouvé ça super bien. Mais je trouve que le plus gros défaut d'Elawa, c'est que ça s'essouffle très très vite. C'est-à-dire que tu fais une première partie, comme moi tu trouves ça super. Deuxième partie, ouais, c'est toujours assez cool. Troisième partie, moi c'est en général le nombre de parties qu'il me faut pour avoir un vrai avis du coup sur le jeu. J'ai toujours trouvé ça cool. Sauf que, sur le temps, le jeu ne dure pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne le ressors jamais. Il est vraiment en train de prendre la poussière dans ma ludothèque et j'ai pas envie d'y retourner. Et même quand j'essaye de le proposer aux joueurs et aux joueuses qui jouent avec moi et qui connaissent Elawa, ça enchante vraiment personne. Aïe aïe aïe, qu'est-ce que ça me coûte de vous dire ça? Qu'est-ce que ça me coûte? Vraiment, premier degré, à deux doigts de me censurer pour enlever ça, pour vraiment garder que du positif sur les jeux de Yoann Gouppier. Non mais je me dois d'être honnête, voilà, Elawa, bon c'est cool, vite fait comme ça, mais on n'en fait pas des dizaines de parties, j'allais dire 1 milliard, mais non, déjà si on atteint 10 parties avec ce jeu, c'est vachement bien. Néanmoins, il est dispo sur BGA, donc si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller faire une petite partie pour vous faire un avis et me dire ce que vous en avez pensé aussi. Et le dernier jeu que je vais évoquer dans ce top, qui est aussi le dernier jeu de la vidéo, ah là là, je vais encore le dire, je vais encore me faire des ennemis, surtout chez mes amis. Bon, allez, je me lance, c'est un jeu signé Théo Rivière et Bruno Catala. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs. Il s'agit de Sea Salt and Pepper. Sea Salt and Pepper, ça a été le contraire de Elawa. C'est-à-dire que quand c'est sorti, j'aimais pas du tout. Franchement, j'avais pas envie d'y jouer. J'avais fait une partie, j'ai tenté une deuxième partie, j'ai même pas été jusqu'à 3. Je l'aimais pas. Vraiment, c'était vraiment pas mon truc. Et il a fallu que j'attende peut-être 1 an pour y rejouer et pour bien aimer. C'est pour ça que c'est une catégorie bof. Comme je vous ai dit, il y a très peu de jeux que je déteste ou que je n'aime pas vraiment à proprement parler. J'arrive toujours à trouver du positif en général dans les jeux. Et si Salt and Pepper, ça a été ça. C'était genre non, je ne t'aime pas et après, ouais, bon, ça va. Après, c'est pas un jeu où je vais être wouhou, c'est Salt and Pepper, wouhou. Alors, si Salt and Pepper, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu aussi un peu de deck building où on va pouvoir constituer sa main et jouer des cartes face à soi. Soit on va prendre des cartes dans la pioche face cachée, soit dans les défauts, s'il y en a 2 et elles sont face visible. Sachant que si on pioche du coup dans la pioche cachée, on va prendre 2 cartes, on va en prendre qu'une seule et l'autre on va la laisser du coup face visible, disponible pour nos adversaires. Ça va se jouer en plusieurs manches, le nombre de manches est donc défini par le nombre de joueurs qui va jouer et on va avoir un petit twist assez intéressant. Mais avant de vous parler de ce twist, il faut que je vous parle de comment on va jouer. Les cartes, en gros, vont fonctionner soit par paire, soit par collection. Elles vont me permettre d'avoir des effets ou de gagner des points. Il y a des sirènes qui sont présentes dans ce jeu, elles sont au nombre de 4, et ça, c'est un petit peu le gros joker, c'est-à-dire que même si on arrive à avoir les 4 et qu'on joue les 4, eh bien c'est victoire instantanée. On ne compte même pas les manches ni les points, c'est victoire instantanée. Bon, il est temps de vous parler du twist. Le twist, en fait, c'est vraiment le sel du jeu. Je pense que tout est basé là-dessus. C'est-à-dire que la manche se termine à partir du moment où un joueur le décide. Imaginons que je suis en train de faire une partie de Sea Salt and Pepper. Eh bien, à tout moment, je peux dire « c'est la fin de la manche ». Et dans ce cas, on finit le tour et on compte les points. Mais je peux dire autre chose. Je peux dire c'est la fin de la manche et je fais plus de points que vous. Dans ce cas, non seulement on finit le tour, mais en plus mes adversaires ont un tour de plus. Donc je parie sur le fait que j'ai plus de points qu'eux alors que j'ai un tour de moins.
Si j'ai vraiment plus de points qu'eux, ou même si je fais égalité avec quelqu'un, j'aurai des points bonus. À l'inverse, je n'en aurai pas. Et au contraire, eux en auront, je crois. Un petit sel, un petit twist très intéressant, et je pense que c'est ça qui rajoute la saveur, le sel finalement sur ce salt and pepper. Mais j'ai du mal, vraiment, je sais pas. Peut-être que je manque de parties. En fait, en gros, je l'ai redécouvert sur BGA, et je l'ai vraiment kiffé à ce moment-là, et je pense que ça mériterait que je fasse quelques parties avec des vrais gens, enfin... Sur BGA, c'est des vrais gens, mais avec des gens physiques devant moi, pour avoir ce côté peut-être un peu bluff. Parce que sur BGA, bon, c'est gentil, mais il y a des choses, j'ai besoin de voir que je suis avec des humains et de pouvoir rire aussi autour d'une table. Et je pense que si Salt and Pepper mériterait une seconde chance autour d'une table avec des vrais gens. Voilà pour les tops du jour. Dites-moi ce que vous en pensez aussi en commentaire. Quel jeu vous avez adoré ou détesté aussi chez Bombix? Est-ce que vous aussi vous venez du Finistère? Bref, n'hésitez pas à me donner votre avis. Les jeux que je n'ai pas évoqués, ce sont des jeux auxquels je n'ai jamais joué et que je n'ai jamais vus. Je vais pas mentir, je ne connais pas tous les jeux. Il y a Codex par exemple que j'ai déjà vu, mais je sais pas du tout de quoi il en retourne. Et je pense qu'on avait déjà pas mal de jeux pour ces tops. Sinon, on se serait attardé. Ne vous en faites pas, il y aura forcément des vidéos avec les jeux que j'oublie un jour. En attendant que je check tous les jeux du monde entier, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée et on se dit à très vite, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch.